Ça fait des années qu'en fait, il y a une monopolisation de la parole dans la sphère médiatique, avec petit à petit une espèce de mise en phase progressive. Ceux qui ont un tout petit peu de mémoire à la télévision se souviennent que d'année en année, en fait, le journal de 20 heures est devenu un copier-coller du journal de 20 heures américain. Vous avez une femme, un homme qui se répondent, une mise en scène très rythmée, vous passez d'un truc à un autre, où alors qu'on prétend vous informer, on vous met dans la confusion de manière systématique. C'est-à-dire que les événements sont couverts de manière complètement parcellaire. Et un des éléments clés pour qu'il y ait plus qu'une seule vérité, c'est de faire taire les autres vérités. S'il y a des gens contestataires qui commencent à parler, bah, il faut pas qu'ils puissent l'ouvrir parce que sinon les gens pourraient commencer à avoir un doute. Et donc effectivement, actuellement, on fait taire tous ceux qui auraient une narration différente sur le réel de la narration gouvernementale et médiatique. Je pense qu'il faut juste regarder en face quelque chose qui était déjà là et qui est dévoilé là et qui arrive à un point d'orgue, une sorte d'apothéose. On est vraiment dans un régime qui est en cours de déferlement totalitaire en fait. Quand on explique que quelqu'un qui pense pas comme il faut, c'est déjà un pas vers le terrorisme, bah, ça y est, en fait, vous y êtes, quoi. Vous êtes dans la criminalisation, la psychiatrisation, souvent aussi, hein, des opposants. Et vous mettez des mots étiquettes pour qu'ils puissent plus être entendus. Et c'est la terreur, quoi, de dire que, par exemple, l'épidémie est peut-être pas si terrible que ça. Pour moi, ouais, il y a une monopolisation en fait de la parole et de la capacité narrative. Vous avez plus d'intelligibilité sur le réel. C'est-à-dire qu'on vous a enlevé la capacité d'être au contact de la réalité. On a mis en place une intermédiation systématique. Vous ne pouvez plus avoir une interaction directe. La preuve en est, vous êtes confiné chez vous, vous savez pas ce qui se passe. Et par contre, on vous catapulte en permanence par une puissance de publication très forte qui est celle du média de masse. Alors c'était la télé avant, mais maintenant c'est par le biais des réseaux sociaux, c'est par le biais de Twitter, c'est par le biais de Facebook, c'est par le biais d'Instagram, c'est par le biais de toutes les notifications que vous recevez sur vos différents abonnements et fils d'abonnement par défaut sur votre téléphone. C'est intermédié par le fait que chaque fois que vous parlez à côté de votre téléphone, il enregistre, il interprète et il stocke les datas que vous faites. Hein. Vous savez que quand vous parlez à côté de votre Google Phone ou je sais pas quoi, bah, il va réagir, quoi. Les gens s'en rendent pas compte, mais en fait, si, il passe son temps à vous écouter et à vous fournir de la data qui serait adaptée. Ça, c'est très bien expliqué par quelqu'un qui s'appelle Éric Sadin. Éric Sadin, il écrit un triptyque, en fait, sur progressivement la mise en nombre du monde et l'utilisation de cette mise en nombre du monde, de la duplication numérique du monde, l'utilisation par des majors de la data, c'est-à-dire des entreprises qui sont capables d'aller stocker la data et de l'indexer et de ensuite la mettre en corrélation comme ils veulent et de revendre la data à d'autres gens. Ces entreprises, c'est Google, c'est Facebook, c'est Amazon en fait, c'est les géants de la Silicon Valley qui sont capables qui ont mis en place un système de duplication numérique du monde. J'entends par là la capture de l'information à tous les instants. L'exemple clé, c'est votre iPhone en fait ou votre téléphone numérique qui va en permanence enregistrer votre température, votre position géographique, votre vitesse, votre hygrométrie, les mots que vous dites, etc. Et qui va en fait stocker dans des bases de données, dans une espèce de case, quoi, va stocker le réel mis en nombre. Et à partir du moment où vous stockez le réel mis en nombre, bah, il y a quelque chose d'un peu étonnant qui se passe. Comme vous avez, et plus vous avez d'informations, et plus vous l'avez dupliqué, plus vous êtes capable d'avoir une espèce de photographie assez réaliste à un instant T du monde. Et si vous avez cette photo réaliste à un instant T du monde, vous êtes capable de dire à T plus 1 comment il va être. Et ça, c'est Waze, quoi. Waze, il est capable de dire mieux que vous par où vous devez passer sur l'autoroute. Et il va vous le dire. Et le problème, c'est quoi? C'est que ces mêmes gens-là qui ont fait cette photographie numérique du monde et qui prétendent par l'interprétation algorithmique de ce big data vous dire comment va être le monde à T plus 1. En fait, ils ont un pouvoir prescriptif sur le monde. Ça veut dire ils vont dire le monde, il va être comme ça. Waze vous dit par où vous devez passer. Si Waze vous dit à tous le même endroit, il va créer de l'embouteillage. Parce qu'il d'un coup, il peut faire quelque chose comme ça, quoi. Donc Waze probablement va adapter sa prescription à votre profil utilisateur, à votre abonnement, à votre forfait. Si vous avez dans le forfait premium, ben là, il va vous donner le chemin le plus court parce que voilà, il sait que vous êtes un start-upper qui est pressé. Si vous êtes un jeune qui part en week-end avec ses potes, il va vous donner un chemin un peu plus long, parce qu'il sait que de toute manière, vous vous en foutez, vous devez aller chercher Georges et Jean et Nadine, vous n'êtes pas un quart d'heure près, quoi. Donc,
Ça veut dire qu'on a donné une puissance à ce monde-là, à ce monde médiatique, on va dire, et au sens propre de média, hein. Il sert d'interface de compréhension du monde. On lui a donné une puissance beaucoup trop importante. Et il va définir comment on doit penser et comment on doit agir même. Et ça va pas, parce que vous avez mis dans les mains de l'artefact votre capacité à comprendre la réalité, votre capacité à interagir avec la réalité. Bah ça a été très bien compris par les gens qui veulent du pouvoir. Et les gens qui veulent du pouvoir, c'est toujours les mêmes. Le pouvoir et l'argent ont toujours drainé les pervers, paranoïaques. C'est pas nouveau. Les gens normaux, ils aspirent pas à une masse de pognon et à une masse de pouvoir. Ils ont un peu de pognon et un peu de pouvoir et ça leur suffit en fait. Ils sont contents comme ça. Donc les multinationales, c'est les systèmes les plus paranoïaques et les plus pervers. Pourquoi ils se sont devenus des multinationales? Parce qu'elles sont en prédation maximale sur le monde. Si elles n'étaient pas comme ça, elles seraient restées le boucher du coin ou le livreur de pizza, quoi, qui lui est très heureux comme ça. Et ça lui va, il n'a pas besoin de devenir une multinationale. Donc je reviens sur le bout du truc, c'est la liberté d'expression en fait. Bah, au bout d'un moment, il y a la mise en place d'un monopole dans la capacité narrative et dans la capacité d'intelligibilité. Mais ce monopole, c'est vous et c'est moi qui l'avons laissé s'installer. C'est pas la faute de quelqu'un d'autre. C'est nous qui avons décidé que, par exemple, on n'apprendrait plus les numéros de téléphone par cœur de nos copains, qu'ils seraient stockés dans le truc. Alors, on nous a proposé un service. C'est pareil, c'est nous qui avons décidé que on devait être au courant de s'il y avait eu un attentat à Singapour, s'il y avait un tremblement de terre en Birmanie, etc., mais qu'on ne sait pas ce qui se passe pour notre voisin. Donc, on a décidé de déplacer notre bulle de compréhension du monde vers une espèce de bulle gigantesque où en fait on peut rien comprendre, quoi. Où de toute manière on est perdu. Et donc on a dit bah ok, je vais accepter d'avoir des guides là-dedans. Ces guides, ça va être les médias mainstream, quoi, on va dire. C'est eux qui vont me dire ce que je dois penser, comment je dois m'habiller, etc. Et c'est même eux qui me disent comment je dois m'individuer. Aujourd'hui, les gens ils réagissent à je suis Charlie, je suis machin, je suis truc, et ils mettent un drapeau sur les épaules. Et ils ont l'impression que ça c'est eux, quoi. Mais c'est pas eux, c'est un drapeau qu'ils ont mis sur les épaules, qu'on leur a mis sur les épaules. Et s'ils l'enlèvent, en fait, ils découvrent surpris qu'il n'y a rien. Ils sont dans un vide spirituel très profond. Encore une dernière chose qu'on essaie de vous enlever, c'est votre capacité d'agir dans le réel. Donc on vous empêche de comprendre le monde, intelligibilité. On vous empêche d'entendre des voix discordantes. On monopolise finalement la narration. C'est-à-dire le seul griot qui parle, les griots, vous savez, c'est ceux qui racontent les histoires en Afrique. Le seul griot qui parle, c'est le média mainstream aux ordres du gouvernement. On vous empêche, on en reparlera, de vous mettre en lien, parce que vous mettre en lien avec d'autres et avec vous-même vous permettrait une certaine autonomie et vous permettrait d'avoir un discours divergent. Actuellement, quand vous commencez à discuter, les gens disent, moi, je sais pas, en fait, et puis dans les médias, on m'a dit ça, et plus personne n'a de légitimité à parler, il n'y a plus de capacité de se mettre en lien, et même quand vous êtes un certain expert, on va vous expliquer qu'en fait, le type sur BFM a plus raison que vous. C'est ce qu'on va expliquer à Didier Raoult, quoi. Didier Raoult, c'est une sommité internationale au niveau scientifique, c'est quelqu'un de supérieurement intelligent, on va dire. Ben voilà, c'est juste admirable. Après, il a ses défauts, ses qualités comme n'importe quel être humain. On n'est pas obligé d'être parfait dans tous les domaines, hein. On a nos faiblesses, voilà, nos talons d'Achille aussi. Mais on peut dire qu'en sciences et en médecine, en infectiologie, il n'y a pas beaucoup de voix plus éclairées qui regardent de manière plus ample et plus holistique, même s'il ne le sait pas lui-même. Il regarde de manière extrêmement systémique ce qui se passe, quoi. Et comment ça marche, jusqu'à arriver à questionner l'origine des espèces, la différence réelle entre un virus, une bactérie, un champignon. Est-ce que vraiment c'est des choses si différentes que ça? Et à essayer de retrouver, comme les grands scientifiques, finalement, que l'infiniment grand, l'infiniment petit se rejoignent, que les volutes, les petites volutes sont dans des grandes volutes, qu'elles sont dans des grandes volutes, et que les fractales du chou romanesco sont bien imbriqués, quoi. Et que tout ça est bien cohérent et qu'il y a quelque chose de sacré, en fait, dans le vivant, justement. Donc, il en est là, quoi, comme tous les grands scientifiques du 19e qu'on pouvait lire ou du début du 20e siècle. Donc, effectivement, il détonne dans un paysage scientifique complètement asséché de gens qui sont là juste pour faire leur épreuve de titre, ou pour avoir un petit peu plus de pouvoir, ou pour avoir un petit peu plus d'influence, ou pour avoir un CV un petit peu plus rempli, et qui en fait n'ont pas de vrai questionnement sur la vie, sur la science et sur comment marche la santé, sur la relation. Donc il y a beaucoup de professeurs actuellement qui n'ont pas de questionnement en fait. Ils ont juste été dans une brèche du savoir, à un endroit où ils pouvaient faire toujours un petit peu plus de la même chose, avec les mêmes techniques,
sans jamais évoluer, mais ça leur permettait d'avoir les points qu'il faut pour devenir professeur, et puis pour voilà, avoir les galons sans jamais assumer les responsabilités derrière, quoi. Et ça tombe bien puisque c'était le but du système de santé, c'était de mettre en place des gens qui étaient parfaitement dociles et parfaitement pas gênants, et qui n'allaient pas critiquer l'industrialisation du système de santé. Enfin, s'il y a bien une personne qui bosse, une personne qui a publié ses datas, une personne qui a soigné les gens, une personne qui a publié, qui fait de la recherche sur le Covid, par exemple, c'est bien l'IHU et c'est bien Didier Raoult, quoi. Je veux dire, si vous allez là-bas, je pense que les gens réalisent pas complètement en fait ce qui se passe là-bas. L'IHU, c'est Minas Tirith dans Le Seigneur des Anneaux, hein. C'est la citadelle blanche, quoi. Et Didier Raoult, c'est Gandalf, hein. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que là-bas, il y a 35 séquenceurs qui tournent H24 pour séquencer du génome. C'est qu'ils ont mis en évidence plus de 2500 souches de virus. Il y a des gens encore à Paris, ils pensent qu'on n'a pas trouvé le virus, qu'il n'existe pas ou qu'on ne sait pas. Mais attendez, à Marseille, on l'a cultivé sur cellules, plus de 2500 souches, qui ont été séquencées, qui ont été mises sur GenBank, sur Internet, qui ont été blastées pour essayer de trouver quelles étaient les zones qui se répétaient, etc. Enfin, donc, il y a des gens, ils comprennent même pas en fait ce qui se passe ici, quoi, au niveau scientifique, au niveau technique. Alors que c'est absolument faramineux en fait, et que je vous dis, hein, s'il y a une équipe qui a bossé, c'est bien celle-là, quoi, dans toute l'Europe. Donc c'est juste aberrant en fait, mais bon voilà, je vous dis des jugements de valeur. Mais vous pouvez vous dire qu'effectivement, le Conseil de l'ordre probablement, c'est pas son but que les médecins soient libres et protégés. C'est pas vrai, même si c'est un effet de façade. Mais l'idée même du Conseil de l'ordre est arrivée pendant Vichy. Et l'intention du Conseil de l'ordre, c'est l'ordre. C'est que ça bouge pas trop, quoi. Qu'on fasse pas de vagues. La plainte au départ émane de la SPILF. Et la SPILF, c'est pareil. Si vous allez regarder les conflits d'intérêts, c'est la Société de pathologie infectieuse de langue française. Donc c'est une société savante en infectiologie. Et si vous allez voir qui est à la tête de ça et les conflits d'intérêts, vous aurez déjà une idée. Alors, il y a les problématiques d'argent, mais il n'y a pas que des problématiques d'argent. Vous pouvez imaginer que sur le chemin de l'IHU, pour réussir à arriver à ce niveau d'expertise et à ce niveau de liberté, justement, il y a dû y avoir quelques victimes sur le chemin, quelques personnes qui sont restées sur la touche ou qui auraient peut-être voulu en faire partie, qui n'en ont pas fait partie, ou qui se sont fait dégommer parce qu'eux n'étaient pas d'accord avec la création de cette IHU. Il y a eu à un moment des rapports de force et des bras cassés, quoi, dans le dos. Et donc ça laisse des ennemis. Mais ça, c'est pour des histoires d'ego, si vous voulez. C'est dommage, quoi, qu'on n'arrive pas à faire la paix. Et effectivement, je pense que l'ordre des médecins, et je peux pas parler pour eux, mais je pense cherche à avoir un nous qui fait sens. Et que pour faire ça, il devrait y avoir une espèce de répression des individus qui diraient autre chose. Je pense que c'est une erreur conceptuelle, en fait, mais que ça part d'une intention qui est juste. L'intention de regrouper, de mettre ensemble des gens, de faire qu'ils soient unis, c'est très bien. Après, le risque de ça, c'est de vouloir, de manière paranoïaque, imposer à tout le monde comment on doit penser, parce qu'on pense que c'est ça qui unit les gens. La réalité, c'est qu'un groupe est uni, pas parce que les gens sont tous pareils, bien au contraire. Si les gens sont tous pareils, il y a un individualisme qui se met en place et il y a une incapacité à voir la beauté de l'autre et à même à voir sa beauté propre. Et ça aboutit plutôt à la guerre de chacun contre chacun et à la destruction du nous. Donc il y a besoin, pour que le nous aille bien, que les gens soient individués, qu'on ait des gens différents, mais qu'on trouve quels sont les points qui les unissent. C'est un des gros enjeux autour de ce qui nous arrive aujourd'hui. Ce que je viens de dire pour l'ordre des médecins et pour Didier Raoult, c'est vrai pour notre société dans son ensemble. C'est qu'actuellement, on essaie de faire une société de zombies dans un totalitarisme technophile et sanitaire, version Khmer blanc, en reprenant les paroles de Foucault sur le biopouvoir, quoi. En gros, le biopouvoir a pris toute la place et on va vous expliquer comment vous devez vivre, qu'est-ce que vous devez manger, comment vous devez vous soigner, etc. Et tous les autres sont exclus définitivement. Je pense que ça part d'une intention juste d'essayer de structurer un nous, mais qu'en fait, la méthode est une errance et qu'elle a toujours été une errance. En fait, ça revient de manière cyclique dans l'histoire de l'humanité que quand justement les liens commencent à se distendre, il y a de manière brutale une tentative de réprimer ceux qui sont marginaux. C'est les personnalités un peu borderline du système. Elles nous aident à mieux définir la raison d'être. Un révolté, un résistant, il va aider les gens à savoir qu'est-ce qui les unit
Un marginal, il va ouvrir d'autres chemins de possibles qui vont peut-être inspirer le groupe pour dire ah mais ça nous intéresse ou au contraire ça nous intéresse pas. Donc il faudrait voir ça plutôt comme une ressource et se dire bah Didier Raoult, c'est sûr qu'il est marginal en fait dans le paysage des professeurs français. Sa marginalité, elle dit quelque chose de la médiocrité des autres et de leur lâcheté, de leur petit confort bourgeois dans lequel ils se sont laissés aller en fait depuis des années et qui ne défend pas la santé, mais qui défend l'industrie du médicament, l'industrie du vaccin, le consensualisme outré à chaque fois que quelqu'un dirait autre chose. Ben non, en tout cas dans ma vision à moi, le professeur Raoult, il défend au contraire justement l'individuation, l'héroïsme, la volonté du bien commun, par-dessus toute autre considération. Et donc dans l'histoire du Covid, c'est un héros parce qu'il a décidé en dépit de ce que demandait le gouvernement, en dépit de ce que voulait faire la NSM, en dépit de ce que voulait l'ordre des médecins, en dépit de tous les autres, il a dit moi ce qui compte c'est de soigner les gens. Et il l'a fait.